à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, lundi 8 mars, en cette journée internationale des droits des femmes. Eh bien, j'avais envie de mettre une femme à l'honneur aujourd'hui, Catherine Vallès. Bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour. Une femme qui entreprend et qui vient tout juste de créer sa société. Alors Catherine, vous êtes la présidente fondatrice de Concilium, que vous définissez comme étant un catalyseur de talent à destination des élus, mais pas que. C'est ce qu'on verra avec vous. Dans une poignée de secondes, vous allez nous expliquer justement de quelle manière vous les accompagnez. Alors on retrouvera également Arthur, notre magicien, d'ici quelques petites minutes, puisque vous savez, on ne peut pas être trop nombreux autour de ce plateau pour respecter au mieux les mesures sanitaires. Mais une autre femme d'exception est avec nous en ce lundi. Mais oui, comme chaque lundi d'ailleurs, Fabienne. D'exception, je ne sais pas. Bonjour oui, Alexandra. On bonjour est toutes Catherine. exceptionnelles à notre mesure. Moi j'ai envie de dire ça aujourd'hui, tiens, pour démarrer cette émission. En tout cas, c'est une bonne journée. On sait bien que dans l'absolu, cette journée ne devrait pas exister. Pourquoi une journée de la femme? Mais en même temps, c'est une bonne journée pour faire passer des messages. Bien sûr. Ce que je vais... Alors, de quel message vous parlerez tout à l'heure, vous? J'ai parlé d'une start-up qui s'appelle Pourquoi Princesse et qui revisite un peu les questions, l'habillement des enfants, et notamment des petites filles. Alors, pourquoi des vêtements plutôt de filles, ou voilà, comment on peut ouvrir des perspectives, notamment dans sa carrière professionnelle, par les vêtements. En ne stigmatisant pas trop le genre de l'enfant dès sa petite enfance. Bon, c'est tout un débat qui est derrière tout ça, on en parlera avec vous dans quelques petites minutes. Mais on va démarrer avec notre invitée, donc Catherine. Vous avez évolué pendant plus de 20 ans dans la sphère politique. Vous avez accompagné au plus près donc, des hommes puissants, des hommes politiques pour la plupart. Est-ce que justement c'est le bilan, l'analyse de toutes ces années passées à leur côté qui vous a donné envie de créer votre société, Concilium? Ah oui, c'est clair. Il est clair que depuis de nombreuses années, j'avais cette idée en tête parce que j'ai pu appréhender les politiques publiques et leur évolution au fil des années. La difficulté, la complexité que cela peut requérir vis-à-vis des élus qui arrivent et qui, même s'ils ont une bonne volonté évidente, ils se retrouvent confrontés à des difficultés d'exécution, à des difficultés de fonctionnement, et on n'y est pas toujours préparé lorsqu'on s'engage en politique. Ils n'ont pas forcément les clés, ils ont la volonté, mais après, pour s'adresser peut-être justement à la population, dans leur façon de se comporter, c'est tout ça en fait que vous avez noté? C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui dans vos services justement? Quelle est l'offre que vous leur proposez pour améliorer, puisque c'est le but, leurs compétences? Alors j'ai souhaité créer une offre complète. Quelque chose qui va leur permettre de les accompagner, de les former en premier lieu, de les accompagner tout au long de leur carrière et de leur donner un petit plus, de les aider à s'améliorer, à monter en compétences, tout en leur permettant aussi de se développer à titre personnel. Donc plus dans leur approche, justement, leur façon de s'adresser aux gens, dans leur comportement, c'est dans ces domaines-là que vous les aidez à s'améliorer? Pas uniquement. Je crois que lorsque l'on arrive, quand on est nouvel élu, et quand on se trouve confronté aux complexités de la collectivité, à tous les rouages particuliers de la collectivité, il faut d'abord apprendre à connaître la collectivité. Ça, c'est pas si simple que ça, croyez-moi. C'est sûr. Ensuite, il faut apprendre à connaître l'écosystème autour de la collectivité. Puis, quelle que soit la délégation que l'élu a en charge, il est un rôle unique de décideur. Il doit gouverner, il doit manager les équipes qu'il a en charge. Et tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut qu'on les mette au cœur du système. Nous, on a développé, j'ai réussi à trouver une trentaine d'experts qui sont tous reconnus pour leurs compétences et pour leurs compétences pédagogiques aussi. Et on a mis en place une soixantaine de formations pas uniquement sur la communication, parce que c'était ce qui paraissait le plus facile, mais aussi sur des formations thématiques. Par exemple, quand vous êtes adjoint à l'urbanisme, eh bien, il faut que vous connaissiez tous les rouages de l'urbanisme. D'accord, donc en fait, c'est une petite remise à niveau, finalement, de leur délégation, de leurs attributions, pour qu'ils puissent maîtriser complètement leur sujet. Exactement. En fait, il y a deux niveaux de formation. Il y a le premier niveau de formation, vous êtes adjoint à l'urbanisme, je vais citer cet exemple, vous êtes adjoint à l'urbanisme et vous devez absolument connaître par cœur les rouages de l'urbanisme, parce que vous n'avez pas le choix. C'est votre domaine de compétence. Et ensuite, il y a les adjoints qui peuvent être adjoints aux écoles, adjoints à la poubelle, pardonnez-moi, à la propreté. Et ces adjoints-là, lorsqu'ils sont dans la rue, ils vont rencontrer monsieur et madame tout le monde, vous et moi. Et nous, on va leur poser des questions parce que quand on rencontre un adjoint, c'est pas si simple, c'est pas si rare. Et parfois, ils ne savent pas répondre? Eh bien sûr que non. Parce que quand vous êtes adjoint aux écoles, vous avez la compétence, vous allez mettre la tête dans le guidon dans ce domaine de compétences-là.
Et si je viens vous parler de l'urbanisme, vous ne savez pas, obligatoire, on ne peut pas avoir la compétence générale de tout. Donc on a fait deux niveaux de formation. Le premier niveau de formation est un niveau de formation qu'on va appeler généraliste et qui concerne tous les élus de France. Ouais. Parce que lorsqu'on est élu, on doit avoir une connaissance parfaite de sa collectivité. Et même si on n'a pas une connaissance fine de chacun des détails, il faut avoir une connaissance généraliste. Ou une vision globale au moins de ce à quoi sert la collectivité, comment elle fonctionne. Il faut pouvoir répondre à nos administrés. On les a élus pour ça. Elles durent combien de temps ces formations, Catherine? Alors, elles vont durer sur une journée maximum, parce que je connais l'agenda des élus qui est particulièrement contraint. Donc ils choisissent parmi les 60 formations proposées. Ils choisissent pendant les 60 formations. Et par contre, on a un parcours de formation qui peut aller sur plusieurs jours, mais qui est étalé dans le temps. Sur plusieurs semaines. Absolument. Alors, vous adressez ces formations aux élus, mais pas que. Pas du tout, effectivement. Alors l'idée, c'est que, lors de mon expérience, je me suis rendu compte que il y avait la collectivité, il y avait les élus, mais il y avait aux côtés toutes les entreprises, les associations qui, elles, interagissaient avec les élus et qui n'avaient pas toujours les bons modes opératoires. Ouais. Donc on a mis en place des formations pour expliquer aux associations et aux entreprises comment interagir avec les élus. Je vais vous donner un exemple précis. Les élus doivent connaître parfaitement le mode opératoire pour faire une délégation de service public ou un marché public. Et à côté de ça, vous avez des associations, vous avez des sociétés qui, quelquefois, ne répondent pas au marché public. Et pourtant, c'est une manne financière très importante bien sûr. En Europe. Parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, en fait. Parce que c'est compliqué. D'accord. Eh bien, nous, on va les former à pouvoir répondre à ces marchés-là. D'accord. Donc, vous les accompagnez également pour pouvoir justement répondre à ces marchés et pouvoir acquérir ces compétences-là. Alors, il y a aussi des team building. Donc, expliquez-nous ce qu'est un team building pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas du tout dans le monde de l'entreprise et qui ne connaîtraient pas ce terme. Alors, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai pu remarquer, mais dans ma vie antérieure, lorsque je faisais du commercial, j'ai été directrice des ventes d'un grand réseau commercial et j'avais 400 vendeurs sous ma direction. Et on faisait tous les ans des journées de team building. Alors, on n'appelait pas ça team building à l'époque, mais c'était des journées de cohésion d'équipe. Voilà, pour un peu ressouder l'équipe. Pour ressouder les équipes, on les faisait travailler à leurs objectifs et on les faisait surtout travailler ensemble en cohésion. Et je n'ai pas retrouvé ça dans le monde des collectivités et le monde de politique, malheureusement, parce que lorsque l'on est en campagne, on travaille tous avec un objectif commun, avec des valeurs, avec des ambitions. Et lorsque l'on arrive sur le terrain, pris par la délégation qu'on peut avoir, pris par l'énergie qu'on doit mettre, par le quotidien qui est chronophage, clairement, eh bien, on oublie tous un petit peu ça. Chacun va qu'à ses occupations. C'est normal. Ils doivent vaquer à leurs occupations. Et croyez-moi, ça prend énormément de temps. Les élus travaillent beaucoup. Beaucoup. Et l'esprit samedi, dimanche, jour férié, jour et nuit compris. Oui, c'est sûr. Donc, cet esprit-là, il part un peu en déliquescence. C'est presque légitime. Donc, moi, j'ai souhaité leur proposer des journées au cours desquelles ils vont se retrouver et réapprendre à travailler ensemble. Alors avec des thématiques originales, création de parfums, création de cocktails par exemple, ça c'est sympa. On a travaillé avec des personnalités inspirantes de façon à leur proposer de l'intelligence collective, notamment, je vais citer un grand chef connu avec le chef Lionel Lévy, avec qui on va leur faire préparer ensemble un brunch pendant toute la matinée, de façon à ce qu'ils déjeunent ensemble. Mais comme une véritable brigade, et sous les ordres d'un chef, qui, croyez-moi, n'est pas si facile que ça quand il est en cuisine. Mais voilà, on va les faire bosser ensemble toute la matinée pour qu'en fait, ils partagent. Je ne sais pas vous, mesdames, comment vous êtes, mais moi, quand je prépare un dîner ou un déjeuner pour mes amis ou ma famille, j'y mets beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Bien sûr. Et en fait, j'aurais aimé que les élus retrouvent un petit peu ça. En fait, on cuisine pour les collègues, on fait ensemble, avec un chef qui dirige et de même de maître. À la baguette. Voilà, donc j'ai appelé ça l'atelier Top Chef. Je ne sais pas si on va en faire des chefs étoilés, mais l'idée, c'est véritablement de recréer cette cohésion d'équipe qui va leur permettre de se rappeler de ces valeurs communes qu'ils avaient et qu'on oublie au fil du temps, évidemment. Bien sûr. Et puis une exclue, pour nous, vous avez créé un logiciel de démocratie participative qui sera mis en fonction donc, le 15 mars prochain. De quoi s'agit-il, Catherine ?
Là, c'est un constat, et je ne suis pas la seule à le faire, c'est un constat qu'on fait tous beaucoup. Vous savez qu'il y a plus de 50% de la population qui dit qu'elle aimerait être associée aux décisions qui les concernent. Il y a plus de 80% de la population qui dit, elle, qu'elle n'a absolument plus confiance dans les exécutifs en place, elles se sentent totalement éloignées et ils n'ont plus confiance du tout. Donc, forte de ces chiffres qui sont quand même très, très parlants, et des gens que j'ai pu rencontrer lors de mes différentes missions et qui nous disaient « mais moi, j'aimerais participer à ça, j'aimerais qu'on me demande mon avis sur ça ». Et on l'a vu lors des différentes sélections qui viennent de se passer, les gens ont vraiment envie de participer. Ils ont envie d'être informés, ils ont envie de comprendre ce qu'on leur propose, de donner leur avis, d'être écoutés et surtout d'être entendus. Et grâce à ce logiciel, donc en fait, les collectivités pourront y adhérer et proposer, donc, poser une question finalement à la population qui répondra donc en ligne et on va faire mieux que ça. Entendu. On va faire mieux que ça. En fait, on a créé ici à Marseille, avec un développeur marseillais et avec les idées que je lui ai proposées, on a créé un logiciel que l'on va vendre aux collectivités. Ça sera leur propriété et elles vont pouvoir proposer aux citoyens de donner leur avis sur tout ce qui se passe dans la collectivité. Mais sur des thématiques précises, c'est sur ce qu'elles veulent. Bien entendu, sur ce qu'elles veulent. En fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre le plus largement possible toutes les thématiques qui existent dans la collectivité, toutes les compétences de la collectivité. Et pour chacune de ces compétences, eh bien, on va demander l'avis aux citoyens. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on doit créer une piste cyclable sur tel boulevard? Est-ce qu'on doit mettre un sens de circulation à sens unique dans telle rue parce qu'elle est trop engorgée? Enfin, des choses comme ça. Exactement. La vie du quotidien. Exactement. Est-ce qu'on est satisfait par le fait qu'on enlève la viande dans une cantine? J'ai vu ça dernièrement. Est-ce que nous, parents, on est d'accord avec ça? Oui, non. Et je pense que les gens ont envie de donner leur avis, effectivement, c'est une bonne idée. Et ça vous a demandé beaucoup de développement de créer ce logiciel? Parce que c'est pas évident de recueillir la parole des gens, de mouliner tout ça, d'avoir des rendus, comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Alors pour les citoyens, c'est très simple. Soit sur leur ordinateur, soit sur leur smartphone. Vous regardez, rond-point du Prado, on y met des roses ou des bégonias. Je donne toujours cet exemple qui est un petit peu bateau, mais qui est parlant. On choisit des roses ou des bégonias. Pour la collectivité, ça ne change absolument rien. On fait un marché rose ou un marché bégonia. Par contre, pour les habitants, eh bien, moi, je choisis les roses. Et quand je vais passer sur le rond-point du Prado et qu'il y aura des roses, eh bien, ça sera un peu mon rond-point. En fait, vous savez, il y a des pays où la co-construction est monnaie courante. Ça se fait, les gens co-construisent main dans la main, élus et citoyens. Et finalement, quand on a vu passer la crise des Gilets jaunes, on se dit que poser la question aux citoyens, leur demander leur avis sur les grands projets de la ville, peut-être que ça éviterait quelques dissensions. Merci Catherine. Juste pour terminer très rapidement, cette journée du 8 mars, elle vous inspire quoi, la place de la femme aujourd'hui en 2021 ? Écoutez, cette journée du 8 mars, moi j'aurais presque envie de dire, je rêve d'une vie où on n'ait plus besoin d'une journée du 8 mars. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est très bien. Où on n'ait plus besoin de se dire que lorsqu'on est une femme, à travail égal, salaire égal, et puis surtout où on ne doit pas... Enfin, on est égaux quand même. Voilà. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Merci beaucoup, Catherine Vallès. Concilium, donc le site internet. Merci à vous, Alexandra, et merci de votre accueil. De vous accueillir. Et tout de suite, le magicien Arthur Tivoli va nous rejoindre, comme par magie. Tac. À la vitesse de l'éclair, il s'est installé sur ce plateau. Arthur Tivoli, bonjour. Bonjour, tada, ça y est. Comment allez-vous? Bien, et vous-même, ce week-end, comment s'est-il passé? Il s'est bien passé, et le vôtre? Divinement bien, évidemment. Bon, évidemment. Divinement bien. Mais oui, c'est toujours divin. C'est toujours divin. Il est positif, écoutez, c'est très bien, un homme positif en cette journée de la femme. C'est important, et puis ma femme est tellement exceptionnelle que du coup, c'est sa journée aujourd'hui. Il est parfait, cet homme est parfait. Non, je ne sais plus, la cour est pleine. Et en plus, il nous divertit avec des tours de magie. Alors, vous avez choisi aujourd'hui, Arthur, en cette journée de la femme, de mettre un magicien à l'honneur et non une magicienne. C'est vrai, erreur de ma part, parce que je ne savais pas que c'était la journée internationale de la femme. Mais oui, mais pour moi, c'est la journée internationale de ma femme tous les jours. Donc, je n'ai pas spécifiquement besoin du Vous avancez, attention. Non, mais vous pouvez le lui demander. Il est fort, il est fort. D'ailleurs, y a-t-il beaucoup de femmes magiciennes? En tout cas, mondialement connues, on connaît beaucoup de magiciens, très très connus, mais des magiciennes, pas vraiment.
Il y en a quelques-unes qui sont particulièrement connues. En France, on en a une qui s'appelle Alexandra Duvivier, fille de Dominique Duvivier, grand magicien aussi, qui a à Paris le premier café-concert, on va dire, de magie qui s'appelle le Double Fond. D'accord, bon, bah, très bien, on aura salué une femme magicienne. Absolument, très grande magicienne et qui a participé à l'émission de télé Full House de Penn and Teller, où elle a d'ailleurs gagné. Il est intarissable sur cette magicienne. Ah bah, plein de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un magicien, effectivement, mais pas n'importe lequel des magiciens. Alors, comment ce magicien s'appelait René Lavant, il était argentin, il est né le 24 septembre 1925, il est mort le 7 février 2015, il avait donc, vos calculs étant bons, 87 ans. Et cet homme-là avait la particularité d'être manchot. Il a perdu l'usage de son bras droit lors d'un accident de voiture quand il a eu 9 ans. Et il a véritablement appris la magie en autodidacte, puisque évidemment tout ce qui concernait la magie se faisait avec les deux mains. Mais oui, donc c'est ce que j'allais vous dire, ça peut sembler de prime abord comme ça être un handicap pour un magicien. Eh bien, pas pour lui, parce qu'il est devenu un magicien exceptionnel. Et sa grande spécialité était la magie de proximité, plus exactement la magie des cartes. Et lui, il adorait utiliser une phrase, je vais vous la dire en espagnol, no me voy a prestidigitar, me voy a lentidigitar. Il préférait faire les choses doucement plutôt que rapidement. Vous savez que la prestidigitation, c'est les passes assez rapides des doigts. Et lui, il préférait faire lentidigitar et faire les choses doucement. Il avait une autre phrase qui disait aussi no se puede hacer más lento, on ne peut faire les choses plus doucement. Là, vous voulez nous en mettre plein la vue. Georges parle espagnol, hein, c'est ça? Georges parle grave espagnol. Au passage. Alors, donc, voici son petit tour, le tour il appelait ça les tres migas, les 3 petites boulettes de pain et une tasse. Normalement, ça se fait avec l'autre main, mais comme vous le savez, il n'en avait pas, donc il a utilisé une tasse pour ce faire, et je vais donc faire exactement comme lui. De la main droite alors ou gauche? Exceptionnellement de la main droite, d'accord. Mais j'ai fait d'autres tours de René Lavant, et là, pour le coup, j'utilise ma main gauche. Donc, une tasse vide. L'idée, c'est de prendre ces petites boulettes, voilà, une ici, fond blanc sur fond blanc, bon, ça ne se voit pas beaucoup, une autre petite boulette, et la troisième ici, dans la poche. Ah, c'est une veste de magicien que vous avez. Oui, vous avez vu. Elle est pleine de poches. Et là, on fait chibidi-bidi, et pouf, on retrouve nos 3 petites boulettes. Oh, bravo, bravo. Je le refais. 1, poum, 2, et la troisième, évidemment. Dans la poche. Dans la poche. Et quand on regarde, oh là là, incroyable. Il y a toujours 3 boulettes, donc, alors qu'il en a mis... La première... que 2 dans la tasse. Et en fait, ce jeu peut durer extrêmement longtemps. Vous en avez combien dans la poche, là? Il n'y en a que 3. Et si je mets celle-là ici, celle-là, là, et évidemment la troisième dans la poche, si là on fait chibidi-bidi, on se retrouve avec plus rien. Oh là là, bravo Arthur. Et ça s'appelait la Tres Migas, et c'était le tour de René Lavant. Et donc, vous avez la solution, bien évidemment. Vous voulez nous la vérifier ou pas? Mais je ne vous la donnerai pas. Oh. Ah si, je vais vous dire. Il faut travailler, travailler et encore travailler. Il faut travailler avec méthode, car le travail sans méthode n'est qu'une vaine agitation. D'accord, donc vous nous donnez une maxime comme ça, mais bon, pas du tout l'explication. Mais pas l'explication du tour. On est déçus, hein. Vous nous le donnerez à nous après, hors plateau, là? Bien sûr. Bon, c'est gentil. En tout cas, c'était un tour assez bluffant, effectivement. Ah ouais, moi, j'aurais bien regardé, j'ai rien vu. Hein. On y a vu plus. C'est rassurant, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Ça veut dire que vous exercez bien votre profession. Arthur, c'est déjà pas mal. Hein. Si. Mais bon, écoutez, très bien. Bravo pour ce tour. Merci beaucoup, et puis d'avoir rendu hommage à ce magicien que moi, je ne connaissais pas, Fabienne non plus. Eh bien, pas du tout. Mais voilà. Et pourtant, il a fait une carrière internationale, aussi bien aux États-Unis qu'en Espagne, qu'en Europe. Il est même passé au plus grand cabaret du monde. En France. Oui, de Patrick Sébastien. Absolument. D'ailleurs, là, on peut voir une photo actuellement qui passe. Ouais. Un grand magicien, René Lavant, dont je suis un grand fan, principalement pour sa magie, certes, mais aussi sa philosophie de la magie, qui est particulièrement intéressante. C'est un homme extrêmement intelligent. C'était un vrai sage, absolument. Très bien. Arthur, on peut vous retrouver, vous, sur votre site internet, arthurtivoli.fr. Vous proposez en ce moment des cours de magie à distance. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Arthur, pour pouvoir suivre ses conseils et devenir un vrai magicien.
Merci beaucoup, Alexandra. Arthur. Alors, vous restez avec nous, bien évidemment. Avec et je me tourne vers Fabienne à présent avec ce débat, puisqu'il en est un de débat en ce moment. L'histoire des genres, en fait, doit-on être genré ou pas, c'est-à-dire affirmer d'une certaine manière, enfin, pas affirmer, puisque ça vient de loin finalement tout ça. Une petite fille doit être habillée en rose, un petit garçon en bleu dès la naissance. On achète la layette avec des couleurs. Une petite fille doit porter nécessairement des robes de princesse et un petit garçon un habit de pompier. Ah ben non. Et pas forcément. C'est bien là que la question se pose. Ah d'accord. Oui. Et ça vient d'où alors finalement cette petite réflexion-là? Est-ce que ça vient des enfants qui de nos jours, à l'image de Shiloh Brad Pitt, la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, elle se revendique comme étant un petit garçon dès le plus jeune âge? Est-ce que ça vient de tout ça finalement? À notre époque, on entend de plus en plus parler de ça, de ces questions identitaires. Alors, il y a une vraie réflexion en ce moment effectivement sur ces questions-là, sur les questions du genre, sur le fait que, est-ce que c'est abolir ces questions de genre, donc je caricature un peu, mais le rose pour les petites filles, le bleu pour les petits garçons, ce ne serait pas aussi ouvrir le champ des possibles, notamment après pour leur carrière, pour leurs aspirations professionnelles. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est parti de là pour les créateurs, créatrices de cette marque. C'est parti de cette réflexion-là. Donc, c'est un long chemin qui a commencé en 2014 et qui a permis à deux jeunes femmes qui s'appellent Muriel Citruc et Laura Devrette de créer cette start-up qui s'appelle Pourquoi Princesse. Alors, elles sont chacune mères de famille, et elles ont réfléchi effectivement à la question du genre et à la façon dont on habillait les enfants dès le plus jeune âge, et à la façon dont justement ça pouvait ou pas déterminer finalement leur choix, leur identité, mais aussi leur choix professionnel plus tard. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée de ne pas se fermer. Ouais. Donc, ça part de constat. Donc, en fait, oui, quand vous parlez des choix professionnels, c'est du coup, puisque c'est la journée de la femme, pourquoi une petite fille ne pourrait pas être pilote de ligne plus tard ou exercer des métiers typiquement masculins considérés comme féminins. Voilà. Alors, ça part de constats qui sont assez parlants quand même. La confiance en soi décline de manière abrupte à partir de 9 ans pour une petite fille. Ah bon, d'accord. Donc, ça veut dire que auparavant, il faut permettre finalement, construire, nourrir le plus possible pour que cette petite fille après puisse faire les choix qui lui correspondent. Ouais. Et puis ça part de constats là, qui nous ramènent à la journée de la femme. Aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, seuls 27% des effectifs sont féminins. C'est peu. C'est peu. Dans les films, seuls 31% des rôles sont féminins. On sait que les femmes sont sous-représentées dans les domaines scientifiques, technologiques, les mathématiques. Et sous-payées souvent. Et sous-payées. Et pourtant, elles ont les compétences. Encore très souvent. Donc l'idée, voilà, c'est pas de dire habillez-vous en rose ou en bleu. Chacun fait bien évidemment comme il veut, mais ne fermons pas effectivement, ne fermons pas l'univers. Donc cette start-up va proposer finalement des combinaisons de pilotes, des combinaisons. Ah, c'est sympa ça. Voilà, l'idée, c'est de détourner un peu les choses dont on a l'habitude. Donc, on va trouver des vêtements, on va trouver aussi des écussons. Voilà. C'est ne pas rester finalement cantonné dans des clichés, dans des couloirs. Oui, oui, bien sûr, pour permettre à l'enfant d'élargir son champ de vision et peut-être plus tard de se sentir plus libre, voilà, exactement, d'embrasser telle ou telle voie. Alors il y a des petites phrases, amusantes. Pourquoi princesse? Je suis la princesse qui terrasse le dragon. Donc voilà, la princesse n'est pas forcément sauvée par un prince. Elle peut elle-même tuer le dragon. C'est marrant. Donc ça, c'est écrit sur les t-shirts. Oui, donc il y a plein de petits t-shirts. Il y a des combinaisons. C'est fait de façon drôle. C'est fait avec des jolies choses, c'est pas à des prix non plus qui sont exorbitants. C'est pas prise de tête, voilà, c'est ça, parce que c'est joyeux. Oui, oui, voilà, c'est pas le parent qui va prendre la tête à son enfant et à le questionner. Là, ça s'adresse avant tout aux parents. Oui, puisque c'est ils arrivent à accepter le fait que l'on puisse, indépendamment garçon-fille, s'habiller de cette façon. Les petits-enfants, vous voulez dire? Ou les parents? Oui, non, mais que les parents aient cette démarche pour que leurs enfants puissent véritablement profiter de Il me semble que de plus en plus de parents aujourd'hui sont dans cette démarche justement de permettre aux enfants de s'habiller un peu comme ils le souhaitent. Après, c'est peut-être dans le commerce qu'on ne trouve pas forcément des vêtements unisexes. Voilà. Alors, je pense que de plus en plus, ça va être le cas. Mais là, voilà, ce qui est intéressant dans la démarche de cette start-up, c'est vraiment le côté sympa, joyeux, ludique. C'est rigolo, voilà. Mais qui est quand même sous-tendu par des réalités qui sont incontestables. Oui, oui, mais c'est pas du bourrage de crâne. Voilà, la femme est sous-représentée dans de nombreux domaines. Absolument. C'est le jour
pour le rappeler. Oui, vous avez bien raison, Fabienne, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, les femmes osons, bien sûr, faire des métiers qui ne sont pas forcément destinés à la base, et réclamer un salaire égal à celui d'un homme pour le même poste, ce qui est souvent, malheureusement, pas encore le cas. Donc oui, il faut que ça bouge, bien évidemment. On est en 2021 quand même. Juste une petite chose, au-delà de la start-up et de son projet, l'idée c'est aussi de construire une communauté, d'investir iconique, de partager des expériences. Donc voilà, c'est vraiment un peu... Oui, on discute, d'ouvrir et d'apporter avec le débat. Les vêtements, on les trouve sur Internet ou alors vous allez sur le site Façon Princesse, Pourquoi Princesse, pardon. D'accord. Et vous aurez toutes les informations sur les moyens de vous les procurer. Très bien, merci je vais m'acheter Fabienne. Une tenue d'infirmière. Mais ça vous irait très bien. Mais j'en suis intimement persuadée. Moi, la combinaison de pilote, je la porte depuis longtemps. Alexandra, je suis sûre aussi. Oui. Bon, moi, les kakis, je sais que j'aimerais que vous puissiez me piloter jusqu'au bout du monde. Oh là là, il sait vraiment y faire, cet homme-là. Merci Arthur, merci Fabienne. Une belle journée de la femme, des femmes pour vous, mesdames, encore une fois. On se retrouve demain avec le festival du court-métrage, la première fois, la chronique ciné d'Abdoul. Et puis, direction un pays lointain avec Xavier, pour une chronique évasion. Allez, on vous embrasse, on vous dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.